Bonjour à tous et bienvenue à Place de la République, l'émission du B2B décomplexé. Alors on a monté un super plateau. Tout d'abord, nous avons le patron de l'immobilier, de l'innovation et du Workplace Experience chez Allianz, notre ami Carlos Martins. Nous avons le patron fondateur de Stereograph, qui est une start-up intéressante qui va nous parler de jumeaux numériques dans l'immobilier. Nous avons aussi la directrice de l'immobilier du groupe Orano, qui est en pleine bourre en ce moment. Ils ont prévu de recruter plus de 10 à 15 000 personnes dans les 10 ans qui viennent. Et puis nous avons le patron de l'immobilier, de tous les entrepôts de la société DHL, qui est le leader mondial de la logistique. Il est avec nous. Et puis enfin, nous avons le directeur immobilier du parc Euro Disney. Vous savez, c'est un parc qui s'est construit depuis 1985. C'est notre ami Christophe Giral. Donc je suis avec Carlos Martins, directeur de la Workplace Experience et de l'innovation chez Allianz France. Alors Carlos, c'est quoi un patron de la Workplace Experience? Il fait quoi de ses journées? Et de l'innovation. Et l'innovation. Les deux sont reliés, en tout cas c'est ce qu'on a voulu chez Allianz France en tout cas. Les deux, ça consiste en quoi? Ça consiste d'une part sur la partie innovation, à aller regarder tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'environnement de travail et tous ces bouleversements et les solutions qui ont été mises en place avec le développement du travail hybride. Oui. Et puis le côté expérience collaborateur, ça consiste à le tester et à le mettre en œuvre sur nos sites d'Allianz et pour nos collaborateurs d'Allianz. Alors justement, qu'est-ce que vous avez testé qui fonctionne? Plein de choses. Qu'est-ce que vous avez été piqué chez les uns, chez les autres? Plein de choses. On a été testé plein de choses. À titre d'exemple, on a testé aujourd'hui des solutions pour permettre une meilleure gestion des places de parking. Au même titre, en fait. C'est pas nouveau ça? C'est pas nouveau, mais ça se développe de plus en plus avec le flex office. En fait, les problématiques que l'on rencontre sur l'affectation des bureaux, avec la mise en place du flex office, est-ce que je vais avoir un bureau quand je viens au travail, à côté de qui je vais y être, etc. En fait, ces problématiques-là, on peut les transférer, les translater sur les problématiques de parking. Et donc, est-ce que je vais avoir une place de parking quand je viens, etc. Sachant que comme on réduit de façon potentiellement importante certains espaces de travail, on réduit évidemment le nombre de places de parking. Alors, place de parking, belle idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un autre aspect, par exemple, c'est comment je permets à des collaborateurs d'être complètement détachés de la problématique d'énergie quand je me déplace dans mes bureaux. Mon ordinateur, j'ai besoin d'une connexion pour le faire fonctionner et d'énergie. Très souvent, on est souvent obligé de se balader avec son chargeur. Et là, vous avez trouvé une solution? On a trouvé une solution de batterie nomade disponible avec son badge. On la prend quand on en a besoin. On branche son ordinateur et puis quand on n'en a plus besoin, on la repose et c'est d'autres personnes qui l'utilisent, un peu en mode Vélib, mais pour les batteries nomades. Les éléments pour faire venir les gens et qui se sentent bien, c'est la restauration et le confort des usages des bureaux. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme innovation dans ces domaines-là? Dans les usages des bureaux, on a essayé d'adapter en fait nos dispositifs aux différents usages que les collaborateurs ont vocation à rencontrer lorsqu'ils viennent au bureau. Et ça, on l'a fait avec eux dans le cadre de notre initiative Vivre Ensemble chez Allianz, où on a repensé complètement nos espaces de travail. Donc aujourd'hui, on a des espaces de travail collectifs, individuels, on a des espaces de travail pour la concentration, on a des espaces de travail complètement dédiés aujourd'hui à la visioconférence et on a des espaces de travail de type work café où les gens peuvent venir travailler de façon mobile, nomade, à un instant de la journée et puis repartir dans leur bureau. Bref, on a essayé d'adapter nos environnements de travail aux différents usages et ça, on l'a fait avec eux parce qu'on a fait plus de 300 ateliers avec nos collaborateurs pour imaginer justement ce que devait être l'expérience collaborateur de demain chez Allianz. Prochaines étapes, c'est quoi? Oh, il y en a plein. La prochaine, entre autres, c'est de continuer à travailler justement sur l'attractivité du site et l'impact que nos espaces de travail ont sur la sédentarité, par exemple, de nos collaborateurs. On se rend compte aujourd'hui, en tout cas les sondages nous le disent, que la sédentarité est une véritable problématique de santé publique. D'ailleurs, c'est une cause nationale aujourd'hui en France. Il faut travailler debout. En tout cas, il faut qu'ils changent de posture de façon régulière et récurrente. Et pour ça, il y a deux façons de le faire. La première, c'est de leur proposer des espaces de travail avec des postures différentes. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec la diversité des espaces. On voit les images d'ailleurs. Et le deuxième aspect, c'est de continuer à les inciter par des messages ludiques, incitatifs. Et là, on parle de design actif. Donc, on a commencé et on a fait un pilote. C'est eux qui contribuent
à créer leur espace. Non, le design actif, c'est des messages que l'on va mettre à certains endroits pour susciter justement le mouvement chez le collaborateur. Par exemple, dans les salles de réunion, on a une belle affiche où on leur dit hey, toutes les 30 minutes, c'est bien de se lever parce que ça favorise la réflexion, ça favorise la créativité. Dans des espaces de design thinking, d'espaces collectifs, qu'on nous on a appelé atelier, bah pareil, quand on marche dans un espace, bah, on génère l'aération du cerveau, l'oxygénation du cerveau et donc on est plus créatif et autres. Par exemple, quand on passe un coup de téléphone, peut-être qu'on peut utiliser les espaces de circulation justement pour téléphoner tout en marchant et donc créer de l'activité. Et dernier exemple, les escaliers. On a mis des anamorphoses dans les escaliers pour donner envie aux gens de prendre les escaliers avec des messages ludiques et autres, et avec des jeux pour, par exemple, prendre son pouls ou voir si on n'est pas essoufflé au bout de 2, 4 ou 6 étages montés en escalier. En fait, c'est ça, en fait. Vous faites tout ça pour la rétention, l'attractivité des talents. En termes de ROI, déjà on peut mesurer. Est-ce que vous dites est-ce qu'ils vous parlent? Est-ce qu'ils vous disent bien, je vais rester, est-ce que je me sens bien dans cet environnement de travail? Alors, grâce à vous? En termes de recrutement ou d'attrition, on a encore, c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. Mais par contre, en termes de satisfaction de nos collaborateurs, on le mesure. Ils sont plutôt satisfaits aujourd'hui des environnements de travail qu'on leur propose et des innovations que l'on a pu évoquer, que j'ai pu évoquer. Un autre exemple? Un autre exemple d'innovation, on a commencé à déployer une solution de QR code pour déclarer les incidents. Et donc, tout simplement, avec leur téléphone portable, on flashcode le QR code et on déclare son incident de façon très simple et immédiate. Merci Carlos. Donc Manuel Gomez est le fondateur de Stéréographe. Alors une entreprise super intéressante parce que les directions immobilières qui sont présentes sur ce plateau gèrent des millions de mètres carrés, des entrepôts, des bureaux, etc. Mais souvent elles n'ont pas les images ou elles ne connaissent pas vraiment son patrimoine. Et là, c'est là où intervient Stéréographe. Alors expliquez-nous ce modèle de jumeau numérique, justement. Comment ça se met en place? Alors, effectivement, Stéréographe, c'est un éditeur de logiciels qui a développé un produit qui s'appelle TIA Suite. Et notre objectif, c'est de créer, d'exploiter et de maintenir un jumeau numérique. D'accord. Donc de créer un patrimoine de données. Alors comment on fait? Prenons un exemple. On a un entrepôt, on a des vieux bâtiments, on n'a pas nécessairement les plans. Comment vous récupérez toutes ces données pour en faire justement un jumeau numérique? Donc l'objectif, effectivement, c'est de recréer en gros ce patrimoine numérique. Et ça se fera au travers d'un travail de renumérisation du patrimoine, donc processus BIM. Donc on va recréer des maquettes numériques. Et sur cette base de maquettes numériques, on va pouvoir générer un jumeau numérique. Alors on voit à l'image, donc justement, c'est presque de l'image 3D. Donc on peut se balader à l'intérieur. On peut aménager ces bureaux, ces espaces grâce à ces jumeaux numériques? Alors, le principe même du jumeau numérique, c'est d'avoir à la fois une base de connaissances de données et une base de connaissances géographiques, géométriques, donc avec de la 3D. Et notre objectif, c'est qu'après cet objet 3D, cet objet numérique, le jumeau numérique va pouvoir être utilisé à différentes fins, simuler des espaces. Alors justement, on va essayer de décrypter. Donc, aménager les espaces, gérer les flux. Gérer les flux. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir réduire la consommation électrique, par exemple? Alors, on va pouvoir effectivement augmenter le jeu numérique et le connecter avec les systèmes métiers qui sont embarqués dans le bâtiment, avec de la GTB, de la GMAO, de l'IoT, tous les éléments en fait techniques qui vont remonter de la température, de la qualité d'air, et on va le remonter dans une interface qui est notre produit pour pouvoir justement piloter et interagir avec ce bâtiment. Alors justement, le directeur immobilier, face à toutes ces données, à toutes ces images, comment il pilote son patrimoine avec ces jumeaux numériques? Alors l'objectif, c'est justement comme on arrive à connecter l'ensemble de ces données patrimoniales avec l'ensemble des métiers de gestion du patrimoine, on va pouvoir synthétiser dans un hyperviseur l'ensemble des informations et aider du coup les opérateurs, les utilisateurs, les gestionnaires à mieux appréhender toutes les données qui sont remontées et du coup prendre les décisions les plus éclairées pour pouvoir justement bien gérer le patrimoine. Donc c'est une nouvelle voie qui s'ouvre pour les fonctions de la direction immobilière. Comment vous voyez cette fonction justement avec ces jumeaux numériques? Est-ce que l'intelligence artificielle va arriver? Est-ce qu'elle va proposer des solutions inédites? Alors justement là on arrive avec une massification forte de données. On a beaucoup de données qui vont être générées, dynamiques ou statiques, un jumeau numérique. Et notre objectif c'est justement au travers d'outils comme l'IA, l'intelligence artificielle, on va aider du coup à maîtriser et à discuter avec cette donnée pour pouvoir justement interagir plus rapidement et avoir les bonnes réponses au bon moment pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors ce qui est curieux, c'est que ça n'ait pas été créé plus tôt, parce que ça paraît indispensable dans
dans la fonction de directeur de l'immobilier. Comment vous expliquez ça? Les technos n'étaient pas encore au point? Il y a effectivement une phase de maturation et de maturité sur le marché, tant dans l'appropriation de ce qu'est le jumeau numérique, le définir, mais aussi les technologies qui n'étaient pas encore assez matures il y a encore quelques années. Et c'est vrai que là, on a une vraie courbe d'accélération sur l'appropriation et les technologies mises en place avec le web, les données, la 3D, l'IA, viennent des éléments incontournables qui vont permettre justement de pouvoir aujourd'hui appréhender cette nouvelle technologie. Deux questions. On parle beaucoup de plus en plus de data et de souveraineté numérique. Comment vous allez garantir à vos clients, notamment grands groupes, la souveraineté de leurs données et que ça ne risque pas de partir chez les concurrents ou dans d'autres pays? Alors nous, notre principe de travail chez Esteraf, c'est qu'on va héberger les données chez nos clients et dans la DSI du client. Donc on a la possibilité de mettre toute la technologie chez eux, embarquer chez eux et du coup de garder cette souveraineté, cette sécurité de données pour pouvoir maîtriser leurs connaissances. Le prix, aujourd'hui, c'est quoi votre modèle économique? Et quand on a un grand patrimoine de 2 millions de mètres carrés, par exemple, comment utiliser ces technos sans en même temps casser la tirelire? Alors aujourd'hui, on a une moyenne de prix, alors tout dépend de la profondeur de ce que veulent nos clients, mais on va être entre 2 et 3 euros le mètre carré pour pouvoir déployer un projet de jumeau numérique. Donc sur le build, sur la première année, et après on sera entre 1 euro et 1,50 € pour le maintenir, parce que tout l'enjeu c'est aussi de maintenir cette connaissance à jour, sinon ça ne sera plus un jumeau. Bon, c'est un prix tout à fait convenable, mais combien de temps il faut justement pour déployer des jumeaux numériques sur 2 millions de mètres carrés? Je pense que ça ne se fait pas comme ça. Non, effectivement, alors, nous on a un client aujourd'hui qui a un patrimoine de ce type-là, et ça fait 1 an et demi qu'on a lancé du coup le projet, et on a déjà déployé près d'1 million de mètres carrés en l'espace d'une année. Vous êtes une super entreprise. Je pense que votre valorisation doit exploser un peu en ce moment. Donc effectivement, on est en train de se développer et on est en hyper-croissance depuis maintenant plus d'1 an. On est passé de 15 personnes en 2022 à 60 personnes aujourd'hui. On sera à peu près 80 à la fin de l'année. Donc on est effectivement dans une phase d'hyper-croissance pour justement nous développer. Et on s'appuie sur nos actionnaires actuels pour justement continuer. Alors rappelez-nous, les actionnaires, c'est... Donc nous, on est aussi, aujourd'hui, notre actionnaire, c'est le NOUD SA, donc un gestionnaire de patrimoine et un propriétaire de patrimoine au travers du groupe Hello. Donc c'est la holding, enfin c'est une filiale du groupe Hello qui est le groupe Auchan. Bien, merci Manuel Gomez et longue vie à Stéréographe. Donc je suis avec Laure Forêt, directrice de l'immobilier d'Orano, le leader mondial du combustible nucléaire, avec un carnet de commandes rempli et grosse problématique de recrutement. Alors Laure, justement, c'est 2 millions de mètres carrés aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans votre profil, c'est que vous êtes une ancienne architecte. Est-ce que d'avoir été architecte, c'est un plus pour un directeur immobilier qui gère quand même un peu des actifs, qui est plutôt dans le domaine financier? Absolument. Pour moi, c'est un plus, c'est un atout. Alors effectivement. Par exemple, donnez-moi des exemples d'atouts. Alors, en termes d'atouts, eh bien, je dirais sur tout le cycle de vie en fait, de nos implantations, des bâtiments. Ça nous permet d'avoir cette expérience déjà en phase de programmation, de bien comprendre les attendus et les besoins de nos clients internes. Ensuite, évidemment, en termes techniques, ça va sans dire, sur la capacité à analyser un bâtiment ou un projet. Et puis, je dirais ensuite sur le cycle de vie, à savoir la façon dont des bâtiments sont capables d'évoluer, que ce soit des projets ou des bâtiments existants. Et je pense que voilà, cette vision-là, c'est un plus d'être architecte pour ces sujets. Alors, Orano marche super bien, il y a plus de 9 milliards de carnets de commandes. Et donc, la direction de l'immobilier va être au cœur de tout ça. Il va falloir recruter, il va falloir héberger tous ces gens-là. Donc, vous avez mis en place un schéma directeur en 3 parties. Alors, vous pouvez nous rappeler ces 3 piliers du schéma directeur? Oui, tout à fait. En fait, notre feuille de route, elle tient en 3 axes. Oui. Le premier, comme vous l'avez dit, on a un programme de recrutement qui est important, qui est de l'ordre de 1500 à 2000 CDI par an pendant une dizaine d'années. C'est assez c'est conséquent. Plus de 20 000 personnes, oui. Voilà, et donc le premier axe, c'est celui de créer tout simplement des nouveaux sites tertiaires dans de nouvelles régions qui sont attractives pour ces futures équipes. Alors c'est quoi les régions justement? Alors c'est un petit peu tôt pour en parler, mais dès qu'on signe, c'est promis. Donc il y a des régions qui ont été choisies, qui sont très attractives. Absolument. D'accord, donc ça c'est le premier pilier. Voilà.
Le deuxième, c'est celui de la pérennisation de notre cœur de métier, de nos implantations actuelles. Et donc, c'est notamment soit la rénovation de certaines installations industrielles, voire la construction de nouveaux bâtiments tertiaires au sein de nos sites industriels. Donc, on rénove ou on construit au milieu des sites existants. Tout à fait. Tout à fait. Et le troisième? Et le troisième, c'est la diversification vers de nouvelles activités qui soient toujours en lien évidemment avec notre ADN, à savoir l'économie des ressources naturelles et puis la santé. Et donc on a 2 projets phares sur ce sujet-là. Le premier, c'est la construction d'une usine de retraitement de batteries qui se situera dans le nord de la France, à Dunkerque. Et puis le deuxième projet, il est lié à la santé, c'est la construction d'une entité de production de traitements thérapeutiques qui est en cours de réalisation, qui est également dans le nord, à Valenciennes. Donc des projets fabuleux, passionnants. Oui, passionnants, absolument, innovants. Et vous ne regrettez pas d'être architecte? Non, je suis ravie. Merci. Et on continue à travailler avec les architectes. Merci Laure. Merci à vous. Voilà, donc nous sommes avec Abderrahim Ouadi, patron du Corporate Real Estate France de DHL. Ça veut dire quoi? Alors, Corporate Real Estate, on est un département immobilier. D'accord. Et nous intervenons en transverse de toutes les divisions que peut avoir le groupe DPDHL, qui est un groupe allemand aujourd'hui. Ouais. Et donc, nous apportons tous les services immobiliers, commerciaux pour la partie négociation de baux, nouveaux développements, construction. Ouais. On reçoit de nouvelles plateformes, on investit. Et puis, facility management. Ouais. On entretient également nos bâtiments. Et nous apportons en fait tous ces services à l'ensemble des divisions du groupe. Alors, c'est un leader mondial, 600 000 employés, 82 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est plus dans une phase de digestion de tout ça. On est plus en train de se poser sur des questions stratégiques d'implantation, d'investissement, de décarbonation également. Ça, c'est des sujets que nous portons. Nous avons une feuille de route à 2030 et à 2050 qui est extrêmement ambitieuse, avec des réductions d'émissions de CO2, d'efficacité énergétique. Donc au sein de la direction immobilière, encore une fois, on prend ces sujets et avec mes 17 collaborateurs aujourd'hui, on est, je pense, une bonne direction aujourd'hui à taille humaine, nous arrivons à justement apporter ces services et à être partenaires de nos clients internes. Alors, service en totale transformation, beaucoup de chantiers, vous l'avez dit. Nous avons des programmes qui viennent remplacer des sites qui étaient vétustes, sur lesquels il n'y avait pas de possibilité de transformation. Et nous transformons ces sites par des bâtiments qui sont plus vertueux. On arrive à atteindre des cibles bas carbone très intéressantes comme du BREEAM Excellence en équivalence par exemple. Là sur Beaune, sur Caen, sur Carcassonne, c'est plutôt un projet dédié à des clients, c'est de la supply chain contractuelle. Et puis on a encore d'autres programmes à venir sur 2025 et 2026. Alors, les relations avec les territoires. Aujourd'hui, l'ensemble des bâtiments que nous construisons sont des bâtiments vertueux. Ouais. Aujourd'hui, on est en train d'effacer de la carte des passoires énergétiques, clairement. Ouais. On a le tricycle, on a le véhicule électrique, on a une flotte de véhicules thermiques qu'on est en train de progressivement effacer au profit d'une flotte électrique. Donc, il y a toute une phase de transformation que nous devons expliquer aux élus. Et les élus doivent nous accompagner. Ouais. Ils ne doivent pas être un frein au développement. Christophe, relation avec les élus chez Val d'Europe, indispensable. Indispensable. Partenariat public-privé. Et donc, comment il faut faire pour discuter avec eux, justement, pour construire des entrepôts, etc. Il y a une réalité économique quand même. Alors, il y a la réalité économique. Nous, en tout cas, on est condamné à trouver des solutions. Le statu quo fait que le problème ne se casse pas. Donc, on est condamné à trouver des solutions pour le meilleur. Pour le meilleur du privé, l'initiative, les projets d'investissement, et le meilleur du public, avec les autorisations administratives, les permis notamment. Voilà, donc c'est cette conjonction qui permet d'aboutir au projet. Et dans le cas de projets plus sensibles comme la logistique, effectivement, il faut pouvoir faire valoir les vertus du bâtiment ou de l'opération. Moi, je vois par exemple sur le projet de Carcassonne, nous avons été extrêmement bien accueillis par les élus. Vraiment, ils ne nous ont pas ouvert les portes. Ils nous ont dit, voilà ce qu'il faut respecter. Voilà ce dont vous avez besoin pour que votre projet soit acceptable. Et une fois qu'on remplit qu'on coche les cases, le projet se réalise en fait. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que votre métier, de l'immobilier tertiaire, industriel, est bien connu des citoyens? Nous, là où on peut agir, c'est notamment dans les enquêtes publiques. Dans les enquêtes publiques, on peut être amené à présenter une autre vision du transport, une autre vision de la logistique. Et aujourd'hui, on prend des entrepôts, par exemple. Ce ne sont pas des entrepôts avec
3-4 personnes. On a souvent 200 à 300 personnes qui travaillent dans les entrepôts pour des métiers qui sont parfois au service de la collectivité. Lorsqu'on stocke des masques, lorsqu'on stocke des vaccins. Là, récemment, on est partenaire de Sanofi. On a repris toute la logistique externalisée de Sanofi. Aujourd'hui, quand on distribue Doliprane, on distribue ce Doliprane au service des habitants. Donc c'est ce que nous mettons en avant en fait aujourd'hui. Donc votre métier est intégré au quartier, à la ville, à l'urbanisation. Donc c'est des dimensions qui sont prises en compte dans ton projet. Pas vraiment. Alors oui et non. Pas tant que ça, puisqu'on n'a pas réellement de relation avec les acteurs locaux comme vous pouvez les avoir, parce que nous on est du tertiaire et on occupe des espaces de bureaux en fait. Mais oui, tu parlais de décarbonation, d'impact sur l'environnement. On sent que nos collaborateurs, en tout cas, sont de plus en plus attentifs à la façon dont on choisit nos biens immobiliers, la façon dont on dépense finalement de l'énergie, la façon dont on positionne ce bien dans un environnement pour qu'il soit le plus facile d'accès et le moins utilisateur de voitures ou autres. Donc on a ce côté-là, mais plutôt côté collaborateur. Et finalement, au niveau des acteurs locaux, ils ont tous intérêt finalement à avoir de l'immobilier qui soit bien situé, bien construit. Nous, on essaie de connecter nos sites à ces voies douces. On a des parcs à vélo, on a des parcs à mobilette, on a des parcs à trottinette. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout est fait pour que le collaborateur puisse se sentir, quand il arrive, connecté à la ville. Ça, c'est très important. Et en matière de mobilité douce, l'infrastructure est juste essentielle si on veut la développer auprès de nos collaborateurs. Exactement. Merci Abderrahim Wadi, donc DHL est entre de bonnes mains grâce à nous. Allez, on termine ce tour de table exceptionnel avec le directeur immobilier Real Estate de Euro Disney. C'est aussi Val d'Europe. On voit les images parce que il y a 37 ans, c'est ça, Christophe. Le site provient de la conjonction de deux visions incroyables. Celle de l'État de se dire on peut accueillir un projet majeur touristique et c'est devenu la première destination touristique européenne. Mais avec cette impulsion du tourisme, on pourrait transformer le tourisme pour développer une véritable ville. Et Disney l'a accepté. Et donc on a ce partenariat entre Disney et l'État qui, sur une période de 50 ans, nous développons une véritable ville qui s'appelle Val d'Europe. Génial. Aujourd'hui, c'est combien d'hectares? Alors, notre périmètre, c'est un quart de Paris intramuros, près de 2200 hectares consacrés au projet. Une ville de près de 40 000 habitants, 40 000 emplois, a été créée là où il y a que des champs. Et le parc d'attractions, il représente une toute petite partie de ce grand parc. Alors, un parc Eden chez Disney, c'est une cinquantaine d'hectares, globalement, pour montrer l'échelle. Sur les 2200 hectares, la moitié est consacrée au tourisme et l'autre moitié à la ville Val d'Europe, qui intègre cette destination touristique comme un quartier touristique. Alors, je me souviens à l'époque, en 87, ça ne nous rajeunit pas, la France était en compétition avec d'autres destinations européennes. Notamment Barcelone. Et donc, Cocorico, il y avait quand même des gens qui étaient opposés à ce que Mickey vienne dans l'ouest de Paris. Maintenant, ça y est, tout est oublié. Je pense que cet ovni qui est venu s'implanter sur le plateau de l'Abri, à juste titre, pouvait émouvoir, à tout le moins. Aujourd'hui, tout le monde, il y a un consensus pour et Cocorico avoir pu gagner ce projet en France. C'est près de 6,5% des devises internationales collectées par notre société pour le territoire national. Ce sont plus de 20 000 emplois directs, indirects sur le site. Alors, si on prend les emplois indirects, directs et induits, sont plus de 60 000 personnes qui travaillent au projet en France. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde se plaint dans l'immobilier. Il y a des millions de mètres carrés vacants dans Paris, intramuros et puis en proche banlieue. Alors vous, 85% de taux d'occupation, avec Deloitte qui... vous avez remporté un appel d'offres. Des projets fantastiques qui rejoignent le territoire. C'est dû à quoi? C'est l'attraction de Mickey? C'est les trois fondamentaux qu'on connaît tous dans l'immobilier, c'est l'emplacement. C'est déjà quand il faut y aller, il faut avoir envie d'y aller là-bas. Alors c'est une vraie centralité qui s'est créée. Alors au départ on disait à partir du tourisme, Disneyland Paris, première destination touristique européenne, c'est devenu un spot connu des familles européennes. Près de 400 millions de visiteurs auront visité l'entrée les parcs Disney depuis l'ouverture en 92. C'est une gare TGV dont peu de gens savent qu'elle est devenue la première gare de France. Connexion, le premier hub TGV français chez nous. On irrigue l'ensemble du territoire national tous les jours, mais également l'Europe entière à 2h30 de train. Et de manière durable, on connecte l'ensemble des capitales européennes économiques majeures à Val d'Europe. Et on a même le TGV qui t'emmène directement à Roissy-Charles de Gaulle en 8 minutes
une cinquantaine d'allers-retours par jour. Donc c'est donné une centralité de fait. C'est intéressant parce qu'il y a plein de régions qui aimeraient créer cette centralité. Ils ont commencé par les infrastructures, ils ont fait venir les TGV. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce succès? Beaucoup de choses. Alors, en fait, déjà, c'est une fabuleuse histoire. C'est-à-dire que c'est une histoire qui a démarré il y a 40 ans et je vois aujourd'hui le résultat. Cette gare qui est effectivement, alors moi je le découvre, c'est la deuxième gare en première gare de France, je sais plus, mais premier TGV français, oui. TGV français, enfin je veux dire, moi pour y passer régulièrement, c'est hyper accessible. Et je trouve que le concept d'avoir un peu, voilà, éloigné tout ça du centre-ville aussi, ça permet aussi de pouvoir bénéficier et de créer un écosystème autour de l'activité touristique. Et je trouve que c'est un bel exemple d'association, à la fois du tertiaire, du tourisme. Le petit bémol, c'est qu'il manquerait un peu de logistique. Voilà. Il y en a sur le territoire. Hein. D'accord. Carlos, un commentaire sur... Je trouve que l'expérience est... Est-ce qu'Alliance pourrait prendre des immeubles là-bas ou c'est trop loin du centre L'émission financière, on va se parler avec parisien. Non, tout se regarde. Aujourd'hui, on a des sites qui sont conformes à notre répartition géographique. Oui. Donc, je ne sais pas. Ce qui est intéressant dans l'expérience, c'est cette convergence en fait des volontés et des envies pour créer un projet qui se projette dans le temps. En fait. C'est surtout ça qui est intéressant. Et quand on voit, malgré tout, toutes les difficultés que l'on a et quand on met toutes les bonnes volontés, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles. Donc c'est plutôt ça que je voudrais souligner, moi, en fait, Laure, dans le cas. Oui, moi, ce que je trouve passionnant dans cette expérience, c'est le côté évolutif, en fait. Voilà, le déploiement des différents concepts qui ont été mis en place sur ces dizaines d'années. Et on voit aujourd'hui, effectivement, cette nouvelle centralité qui est faite aussi de nouveaux usages. Donc, voilà, c'est effectivement une ville qui se crée. Logement, commerce, le centre commercial Val d'Europe et la Valina, qui a un succès européen incroyable. Et désormais, effectivement, tu le soulignais, l'activité et le tertiaire. Plus de 650 000 m² de bureaux d'activité ont été développés depuis 2004. En fait, les 20 ans des premiers immeubles de bureaux sur le territoire. Et en 20 ans, on aura implanté un peu plus de 7600 entreprises. Ça veut dire en moyenne plus de 5 par semaine. Y compris pendant la période du confinement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable engouement d'entreprises qui veulent réinventer leur environnement de travail. Alors on parlait du bien-être au travail, on le retrouve dans l'est de Paris. Alors nous, on a conçu la ville du quart d'heure il y a 30 ans, c'est-à-dire que globalement, c'était de se dire, à un quart d'heure de mon bureau, il faut que je puisse avoir l'ensemble, bien sûr, des prérogatives qu'attendent les salariés dans l'immeuble de bureau, dernière génération avec les usages qu'on connaît, nous, direction immobilière, mais également à l'échelle de la ville. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on peut travailler sur le commerce de proximité, le centre commercial, les services publics et privés qui s'associent pour pouvoir développer un environnement de travail qui soit réellement qualitatif. Prochaine étape, c'est quoi? Donc, avec 85% de taux de remplissage. Même au-delà, en fait. On va reconstruire alors. On n'a que des grands projets. Donc là, par exemple, Deloitte nous a choisi au terme d'une consultation de 8 années. 8 ans pour choisir le terrain. En 8 ans, on est passé de 88 à 40, à 20, à 10, à 5. Et on gagne en finale contre Bruxelles, Amsterdam et Londres. Donc, c'est un formidable projet d'investissement. Développé avec Nexity et Châteauforme va être le gestionnaire d'un formidable outil de centralité. Parce que l'idée, c'est de faire converger l'expérience au travail en flux réel, en présentiel. Abdirem, je sais que toi, tu investis. La question est posée justement. La question que vous posez, c'était comment vous travaillez sur la planification sur le long terme, justement, parce que là, il vous reste des hectares. Et alors, du coup, comment se traduit cette planification sur le long terme? Alors, on travaille avec l'État et les collectivités, parce que le succès, c'est le mariage à 3 entre Disney, l'État et les collectivités. Alors, à 2, c'est parfois pas facile. À 3, ça peut être vite compliqué. Pour autant, ça fait 30 ans que ça dure et ça fonctionne extrêmement bien. L'idée, c'est effectivement d'avoir cette planification urbaine par phase d'aménagement. Et on est en pourparlers pour signer une 5e phase d'aménagement. Une phase, c'est environ une douzaine, une quinzaine d'années d'investissement conjoint public-privé dans un rapport de 1 à 10. Quand nous, on investit 10 €, l'État en investit 1. Pour pouvoir conjuguer les investissements publics requis par les investissements privés et d'avoir cette corrélation dans les équipements, les services publics notamment qui vont accompagner les développements privés. En fait. Et juste ma dernière question, et j'arrête après. La ZAN, comment est-ce que vous êtes Alors, on en est exempté, parce qu'avec le docteur Saclay, préfet de région, nous a rassuré en la matière en disant que c'était deux vitrines importantes à l'échelle internationale pour la France, d'accueillir des grands projets. On parlait de Deloitte à l'instant. On a dans quelques semaines le numéro 1 mondial de distribution informatique qui a implanté son siège tertiaire chez nous, qui est tombé amoureux de Val d'Europe en disant finalement, moi, il cherchait le QCA, et finalement, Paris Intramuros ne lui permettait pas de s'exprimer un nouvel ADN pour son entreprise, et qui vient s'implanter à Val d'Europe tout prochainement. Merci Christophe Giral, donc patron de l'immobilier et du développement de Val d'Europe et de Disneyland. Voilà, et puis nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet de l'actualité de l'immobilier du Workplace.
Alors comme vous le savez, le groupe République Workplace IMO, c'est aussi un média. Et donc on a sélectionné 6 infos qui méritent un commentaire. La première, c'est le baromètre Moodwork qui vient de sortir, qui dit que les agents de la fonction publique sont épuisés et que c'est plus de 45% des personnes et 65% disent que c'est difficile de se déconnecter. Alors, si je fais un rapprochement avec public-privé, la fonction publique, moi je pensais que c'était cool, en fait c'est pas cool. Donc c'est quoi le problème? C'est la charge mentale? C'est un peu, aujourd'hui je pense que l'hybride a un petit peu changé la façon dont on fonctionnait dans les entreprises. Donc on n'a pas encore pris complètement la mesure de comment on utilise, comment on gère ce flux d'informations, comment on gère ces façons de travailler. Et en effet, on l'a vu, je pense, pendant le Covid, on a eu tous tendance à travailler plus que de raison parfois, ou à rester connecté plus longtemps. Je pense qu'il faut revenir à des habitudes de travail qui soient plus cohérentes avec un rythme de travail normal, en intégrant ces nouvelles technologies et en les utilisant à bon escient, c'est-à-dire au profit d'une part de la productivité et d'autre part du bien-être du collaborateur. Vous les trouvez comment, vos salariés? Ils sont épuisés en ce moment? C'est quoi? C'est le contexte extérieur? C'est l'ambiance? C'est quoi? C'est l'ambiance politique? C'est les... Alors, effectivement, l'actualité politique du moment nous aide pas, c'est certain. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que déjà, pour la fonction publique, je pense que de plus en plus de méthodes du privé arrivent au public et que du coup... Ils ne sont pas préparés. Voilà, il y a peut-être une phase de préparation et ça, c'est important à prendre en considération. Ensuite, il faut décorréler les métiers. Je pense qu'il y a des métiers qui sont peut-être plus soumis au stress, comme les professeurs, par exemple. Les professeurs, les écoles, je pense qu'elles sont personnes beaucoup plus soumises au stress que, probablement, une personne qui travaille aux impôts ou dans d'autres corps d'État, on va dire. Christophe, tu les sens épuisés, les collaborateurs, aujourd'hui? Je pense que, pour revenir sur ce que disait Carlos à l'instant, je pense que ce droit à la déconnexion, il est hyper important à faire valoir, parce que aujourd'hui on est tous tentés d'avoir dans notre poche notre téléphone portable, de jeter un coup d'œil sur les emails, sur l'information. C'est la seule cause? Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est une cause principale. Aujourd'hui, on voit bien que le virtuel et le présentiel s'entrechoquent et que c'est compliqué de venir au bureau pour aller faire une visio avec ses collègues qui, eux, sont restés chez eux, par exemple. Orano, je sais que chez Orano, c'est un driver important. Vous avez une religion là-dessus? Vous avez mis en place une stratégie? Alors, on est très attentif au risque RPS, de toute façon, de façon générale. C'est la nouvelle maladie du siècle, ça? Je ne pense pas, je pense qu'effectivement il y a des choses à mettre en place et notamment ce qui est demandé, alors on a parlé effectivement des sujets d'hybridation, mais il ne faut pas oublier que finalement en très peu de temps, en quelques années à peine, on a complètement changé nos modes de travail et il y a aussi ce temps d'adaptation, je pense, qui est nécessaire. On demande beaucoup d'adaptation, d'évolution à nos salariés, donc je pense que ce temps-là aussi, le temps de l'intégration de ces nouveaux usages, il est à prendre en compte. Donc il faut leur donner du temps? Oui, je pense qu'il faut, ce que je disais, il faut s'adapter à ces nouvelles modes de fonctionnement et de travail. Et puis l'éducation. Moi, je pense que la pédagogie et l'éducation, je pense qu'il faut qu'on éduque nos salariés, qu'on soit pédagogue avec eux sur le temps de la déconnexion, sur le temps de la connexion. Donc les éduquer, c'est-à-dire c'est-à-dire les former à ça, les former à la prévention des risques. Je pense qu'on est, on a tous eu quelqu'un, je pense, dans notre entourage, et un burn-out quelque part à un moment donné, que personne n'ait détecté avant. Je pense que c'est aussi ça quand on travaille dans une équipe aussi, c'est de pouvoir aussi repérer quelques éléments comme ça qui peuvent dire alerte management quelque part. Sujet numéro 2, les coûts liés au risque climatique pourraient doubler d'ici 2025. C'est pas moi qui le dis, c'est grand cabinet JLL. Vous avez prévu des trucs pour les risques climatiques? Oui, on a des plans de continuité d'activité. Oui, mais surtout dans votre activité. Absolument, qui sont absolument indispensables et donc qui sont mis en place depuis longtemps et qui évoluent. Chaque année, on les améliore, on les teste aussi également. Abderrahim, ça va faire exploser les prix de... Nous, déjà, aujourd'hui, si vous voulez, on essaie d'apporter un confort climatique à l'intérieur de l'enveloppe. Et puis, on travaille beaucoup sur les isolations de bâtiments. Et puis, encore une fois, on a des PLU, des plans locaux d'urbanisme, qui nous incitent à créer des bassins pour justement récupérer ces eaux de ruissellement, ces eaux de pluie. Donc, quelque part, je ne suis pas très inquiet. Manuel Gomez? Là, en fait, on voit qu'on subit aujourd'hui le changement climatique. Et on le voit même aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui, il fera mauvais à la fin de la semaine. On voit qu'il n'y a plus de saison. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on endosse ce rôle, c'est-à-dire d'adapter les biens immobiliers, de préparer justement Vous êtes inquiet ces changements. Ça a augmenté? Disons qu'on voit que ça s'accélère.
forcément, si le risque augmente, on augmente les prix, mais jusqu'à ce qu'il ne soit plus du tout assurable. Et là, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que ces notions-là doivent être de plus en plus prises en compte en amont de la construction, en fait. Oui. Où est-ce qu'on met demain nos immeubles, dans quel cadre, quels sont les risques, pour justement essayer de limiter les impacts. Et de la ville. Et de la ville. Okay. Troisième sujet, vers une reprise des investissements en immobilier de bureaux en Europe. Alors, est-ce que c'est vrai, c'est faux, c'est... Nous, on était très fiers au MIPIM d'annoncer un lancement en blanc d'immeubles de bureaux parce qu'effectivement, on a un territoire qui, de ce point de vue-là, est très très atypique. Enfin, il faut que nos immeubles de bureaux ne soient plus exclusivement destinés finalement aux bureaux et qu'ils soient transformables demain si un usage de logement ou autre. Et donc ça repense finalement la façon dont on construit nos bâtiments aujourd'hui. Il faut qu'ils soient flexibles au même titre que nos espaces aujourd'hui doivent être flexibles pour s'adapter. On parle de plus en plus de chronotopie, comment un immeuble vit dans sa journée. Bref, je pense que ça a aussi un impact sur la façon dont on construit demain nos immeubles. Donc les immeubles sont en train d'évoluer, ça veut dire quoi ? Absolument. Je pense que justement l'IA, ça va être un outil qui va être très utile pour pouvoir projeter l'évolutivité de nos constructions sur la durée. C'est un point essentiel. Que fait-on des friches ? Donc il y en a plein en France. Regardez ces images, les friches, donc il y en a plein. Et puis il y a la Bâtifranc, qui est un acteur de l'immobilier en Bourgogne, qui a lancé un concours ouvert à tous les créatifs, donc aux citoyens, étudiants, architectes et même néophytes, afin d'imaginer le futur d'une friche au Creusot qui peut devenir peut-être un centre d'attraction, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Des friches, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je suis à la recherche de friches industrielles pour pouvoir justement... On dit qu'il y en a plein. Ne plus consommer. Oui, il y en a plein, mais il faut dire entre plein et plein. Oui. C'est pas plein pour tout le monde. Ça peut être plein pour pouvoir créer un tiers-lieu culturel et encore une fois, j'y suis très favorable, mais il faut juste veiller à ce que la pollution ne vienne pas contaminer les personnes qui vont venir faire la fête sur ces tiers-lieux. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, faire l'invasion. Après, il y a des friches industrielles qui peuvent être requalifiées dans des parcs logistiques, des anciennes bases militaires qui pourront... On a des exemples avec Yves, par exemple, qui a été un succès assez intéressant dans la transformation de la friche industrielle. Moi, j'y crois beaucoup. En tout cas, il faut aller vers ça pour pouvoir réduire cette artificialisation. Et puis le sujet, la ZAN, la zéro artificialisation nette, qui vient redonner de la valeur en fait à ce qu'on appelait ces friches et qui aujourd'hui connaissent un regain d'intérêt et le fait justement l'investissement nécessaire pour la dépollution, aujourd'hui, il fait sens à travers cette loi. Oui, ça nécessite quand même un gros engagement des collectivités locales parce que très souvent, en fait, les infrastructures de transport ou autres ne sont pas forcément adaptées à un usage plus régulier, plus fréquent que ceux qu'ils pouvaient avoir avant. Donc il y a aussi un rôle des pouvoirs publics d'investir sur ce genre de choses. Avant-dernière info, les Jeux Olympiques, étude qui vient de sortir récemment, et la moitié des Franciliens qui disent qu'ils sont prêts à changer leur comportement de mobilité suite au JO. C'est-à-dire peut-être... Est-ce qu'il y aura un avant, un après JO pour vous ? Ou pas ? Et que les mauvaises habitudes vont revenir au galop. Si ça contribue finalement à ce que certains collaborateurs ou globalement les personnes changent leur mode de transport vers des transports plus vertueux, vers plus de transports collectifs, ce serait bien qu'on continue dans cette vague-là. Tu crois, toi ? Moi, je vais faire le 100 mètres horaires. Je pense que je vais me mettre à ça. Je pense que c'est une formidable fête et c'est une formidable opportunité, effectivement, de tester grandeur nature, des nouveaux modes, des nouvelles pratiques et on espère des nouveaux usages. Oui. Alors moi, je n'y crois pas du tout. Non, parce qu'on met en place des mesures pour les JO, pour éviter de congestionner encore une fois les transports publics. Mais je trouve que c'est pas donner un beau signal aux collaborateurs que de leur dire sortez de Paris ou faire du télétravail parce qu'il y a les JO alors que c'est une fête à laquelle ils devraient participer. Sauf qu'on n'a pas les moyens justement dans les transports pour les faire participer. Sur les mobilités douces, c'est intéressant. C'est vrai que nous, nos sites sont de plus en plus accessibles avec les pistes cyclables notamment. Et donc on a une politique d'incitation à utiliser ces mobilités douces. C'est assez intéressant. Et ça me pousse un peu à vous poser une question. Est-ce que la technologie va sauver l'immobilier ou au contraire
tuer le bien-être au travail? Ni l'un ni l'autre. Je dirais, ou les deux en même temps. Non, je pense qu'elle est indispensable aujourd'hui. On voit bien que l'immobilier, la montée des data, du nombre de data que l'on a aujourd'hui, qu'on collecte, nécessite à être traité. Oui. Et donc, l'objectif, c'est d'optimiser et potentiellement, en tout cas quand on parle d'environnement de travail, c'est d'optimiser la relation finalement qu'a le collaborateur avec son espace de travail dans une optique finalement d'être de plus en plus servicielle, donc de comprendre comment, quels sont les besoins et finalement de pouvoir y répondre de mieux en mieux. Donc je pense que plus on a de data, plus on est à même de pouvoir comprendre et plus finalement on laisse la place à l'humain et à l'interaction humaine parce qu'elle sera plus qualitative. Donc c'est quoi l'interaction humaine? C'est réapprendre à vivre ensemble? C'est de gérer l'outil. C'est de gérer l'outil, c'est d'apprendre à gérer l'outil. Je pense que l'un des défis, au-delà de la conservation des data, c'est de savoir gérer et piloter cet outil qui doit être profitable pour l'homme, je dirais pour l'être humain. Et ensuite ça profitera à la société. Donc Christophe, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent l'IA en disant à quoi je vais servir demain. Oui, moi je pense que c'est un choix qui est dans nos métiers de l'immobilier, c'est un choix qui est 100% rationnel, 100% émotionnel. 100% rationnel parce que c'est l'IA, c'est de l'information, de la data qu'il faut objectiver. 100% rationnel parce qu'il y a le coup de cœur. C'est tout ce caractère humain qui va faire qu'on va choisir un immeuble à un endroit donné versus à un autre. Alors que de manière très objective, l'IA aurait pu benchmarker les deux et les mettre au même niveau en fait de choix. L'enjeu c'est quoi? Donc c'est d'arriver à trouver le bon équilibre? Oui, et puis encore une fois, pour moi c'est quelque part une forme d'économie sur la durée, c'est-à-dire de pouvoir faire des bâtiments qui soient évolutifs dans le temps. Et ça, je pense que l'IA va clairement nous y aider, notamment avec les remontées d'informations utilisateurs, mais aussi sur tous les aspects de maintenance, de gros équipements. Et donc je pense que oui, ça va être un outil, je dirais même qu'on attend avec impatience. Alors Manuel, dans tes équipes, tu as plein de geeks. Ils savent encore faire la fête. Ils font encore bien la fête. Mais ils se parlent? Ils se parlent et justement, c'est un des sujets chez nous, c'est de retrouver de la cohérence, parce que le télétravail est aussi un tueur de sociabilité pour mes collaborateurs. Et puis en plus, j'ai une population plutôt jeune, voire très jeune, qui sort d'école souvent. Donc on a effectivement besoin de retrouver du lien social entre collègues. Donc il faut qu'ils se voient et qu'ils se rencontrent. Et c'est vrai qu'il y a un écran, derrière un écran, on ne se voit pas, on se parle et c'est très timé. Là au moins ils ont la possibilité de... C'est le dernier sujet que j'aimerais évoquer avec vous. Est-ce que c'est un retour vers le présentiel qu'on constate aujourd'hui? Les collaborateurs qui ont de plus en plus envie de se retrouver ensemble, travailler ensemble. Et moi je le vois. Chez toi, tu le Je pense que l'hybridation est bien parce que ça permet d'avoir vraiment un moment où ils peuvent se voir et un moment où ils peuvent effectivement être chez eux dans un environnement calme et apaisé pour travailler, mais il faut qu'ils aient vraiment les deux. Il ne faut pas que ça soit... Ça a été trop loin ces dernières années? Parfois, je pense qu'à la fois l'entreprise a envie que les gens reviennent pour pouvoir créer cette culture, cette cohésion de groupe, et puis je pense que l'individu a besoin, on a tous connu les apéros derrière nos écrans pendant le Covid, qui ne fonctionnaient pas, il faut le répéter. Donc c'est marrant, mais... Voilà, c'est ça. On l'a tous connu une fois et on est bien content de pouvoir trinquer ensemble. En fait. Carlos? Oui, je pense qu'on a tout dit. On a besoin de cet équilibre finalement à un moment donné où on a besoin de travailler dans un climat qui est plus propice à la concentration et on a besoin de relations humaines. Sinon, il y a de contacts humains. Sinon, il n'y a plus d'entreprise et surtout, il n'y a plus de relations sociales. Et ce que je trouve intéressant dans ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'à la fois, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on a à la fois besoin, l'entreprise a à la fois besoin de ramener les gens au bureau, mais pas trop quand même, parce qu'on a pris des dispositions pour optimiser nos espaces de travail. Pas trop. En tout cas, il faut que ce soit cohérent. Non, il faut que ce soit cohérent par rapport aux décisions immobilières qu'on a pu prendre les uns et les autres. Si on met du flex office sur nos bureaux, c'est évidemment pour essayer que les gens ne viennent pas systématiquement tout le temps au bureau, parce que sinon on n'aurait pas pris ces décisions-là. Donc on a cette ambivalence ou un peu cette schizophrénie, c'est oui, il faut qu'ils viennent au bureau, pas trop quand même, parce que sinon je vais gérer des pics de présence et ça peut poser et ça peut dégrader finalement l'expérience collaborateur. Et d'un autre côté, on sent bien que c'est indispensable à la relation, à la création de l'engagement des collaborateurs. Donc c'est un peu cet équilibre-là qui est compliqué à faire et à savoir. Et surtout, derrière, c'est pourquoi je viens au bureau en fait. Si je viens au bureau pour les mêmes raisons, pour faire exactement la même chose que ce que je fais à la maison, ça n'a pas d'intérêt. Donc nos environnements de travail doivent être aussi en lien pour créer ces expériences-là et cet engagement-là. Donc c'est très ambivalent et c'est très schizophrénique, je trouve, de notre part. Et ça nécessite pour un management un vrai travail d'organisation du travail du collaborateur. Parce que un collaborateur qui vient au bureau pour passer son temps exclusivement en réunion,
Teams par exemple, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Alors qu'il a peut-être besoin d'être chez lui, travailler sur avoir un travail de fond par exemple. Et venir à l'entreprise pour voir ses collègues, pour échanger avec ses collègues, pour être formé également, pour être formé, c'est important. Et encore une fois, je pense que la marque, l'identité, la marque, c'est une grosse partie du travail. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je voulais vraiment vous remercier tous les 5 d'avoir participé à cette émission Refill Workplace. Ces sujets, on les retraitera bien entendu parce que c'est qu'un début. Hein, les choses vont se développer dans l'avenir. Et puis le 5 et 6 novembre, on va mélanger les directeurs IMO et les directeurs Workplace pour le Workdays de Deauville. C'est le 5 et 6 novembre et donc là, on va co-créer ensemble. Merci à tous et à bientôt.